Cette crise économique, avec toutes ses conséquences sociales extrêmement brutales, elle a évidemment débouché à un moment ou à un autre elle devait déboucher à un moment ou à un autre sur quelque chose. Jusqu'en 2011, c'était assez étonnant parce qu'il y avait très peu de manifestations. Il y avait une espèce d'apathie générale. On se disait, mais c'est quand même dingue, ils sont en train de... Voilà, c'est vraiment dur ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a une politique d'austérité violente, difficile, et on a l'impression qu'ils ne disent pas grand-chose. Et tout d'un coup, le 15 mai 2011, qui est une date importante, mais forcément dans les médias français, elle est passée complètement inaperçue, parce que c'est le hasard du calendrier, mais il se trouve que ce jour-là, Dominique Strauss-Kahn était arrêté à New York. Donc forcément, dans les médias, il y avait un intérêt autre que ce qui pouvait se passer en Espagne. Le 15 mai 2011, il y a une manifestation convoquée à Madrid et à Barcelone. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti politique qui la convoque. C'est une association, c'est une espèce de mouvement qui s'appelait le mouvement du 15 mai et qui appelait à manifester contre la précarité, pour la jeunesse, contre les expulsions immobilières. Il y avait tout un tas de slogans, mais surtout c'était complètement apolitique. Et c'est vrai que les semaines avant, moi je voyais pas mal sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, pas mal de jeunes qui disaient « faut y aller, il y a un moment, il faut s'exprimer, c'est plus possible, on ne peut plus accepter tout ça ». Et on se retrouve le 15 mai, dimanche ensoleillé, et là, une marée humaine, à Barcelone, à Madrid. C'était hallucinant. Aucun drapeau politique, aucun drapeau militant, que des pancartes comme on les voit. Nous sommes la génération la plus diplômée, mais la moins valorisée, Spanish Revolution. Et là naît le mouvement des indignés. Un mouvement absolument incroyable, spontané. Enfin, c'est vrai que c'est ça qui a été vraiment étonnant, c'est ce côté spontané. Et les gens ont eu besoin de se retrouver, d'être ensemble et d'occuper les places. Donc évidemment, c'est la Puerta del Sol à Madrid, la grande place du centre de Madrid qui a été le centre du mouvement des indignés. Mais toutes les places espagnoles des grandes villes, des villes moyennes, toutes les places ont été occupées. C'est vrai que dans les médias, on n'a parlé que de Madrid, mais c'était incroyable. Les 50 capitales de province d'Espagne étaient occupées tous les soirs pendant plusieurs jours. Et là, on a toute la jeunesse espagnole, ces gens qui sont obligés de quitter l'Espagne parce qu'ils ne trouvent pas de boulot, toute la jeunesse, mais pas que la jeunesse. On a évidemment à la base des gens assez militants plutôt de gauche, mais c'est un tout petit noyau. C'est finalement énormément de gens, on a un peu de tout, on a des personnes âgées, des gens de droite, des gens de gauche. On a vraiment la société qui en a ras-le-bol de ce qui se passe, qui a besoin de se retrouver et qui a besoin d'adresser un message assez clair à la classe politique en disant vous êtes complètement déconnectés de la réalité, vous êtes en train de nous matraquer avec cette politique d'austérité qui porte pas ses fruits parce que les Espagnols étaient prêts à faire des efforts, mais ils ont eu le sentiment que ces efforts ne servaient à rien parce que la situation ne s'améliorait pas. Et le 15 mai, on est une semaine avant les élections municipales en Espagne, et c'est vrai que pendant toute cette semaine-là, toute l'actualité est occupée par ce mouvement, et on a des images absolument dantesques de marées humaines, de gens qui se réunissent, et de gens qui surtout ne veulent pas quitter la place. C'est à ce moment-là qu'il y a les tentes qui apparaissent, qu'on a ces espèces d'occupation, j'allais dire ce Notre-Dame-des-Landes des grandes places, mais encore une fois, c'est une comparaison qui n'a absolument rien à voir parce que c'était un mouvement, moi ça m'a vraiment étonné de voir à quel point c'était populaire. C'est-à-dire que ce n'était pas les gens, les groupuscules de gauche ou les groupuscules qui défendaient un intérêt. Non, c'était vraiment toute la société. Et là, à ce moment-là, on a toute la société espagnole qui se met à discuter, qui se met à échanger, qui se met à débattre, qui se met à réfléchir à quelles sont les solutions pour sortir de la crise. Et on a toute cette société espagnole, ou une grande partie du moins, qui évidemment dénonce la crise, dénonce l'austérité, mais qui s'en prend aussi énormément à la classe politique. Parce que depuis quelques mois, il commence à y avoir des tas d'affaires de corruption qui éclatent dans les médias. On apprend que le gendre du roi a détourné de l'argent, a détourné des millions d'euros. Il organisait des pseudo-conférences, des pseudo-forums du sport, du tourisme pour le compte de régions espagnoles. Il faisait facturer ça des fortunes et évidemment, il gardait une bonne partie de l'argent pour lui. On apprend que la plupart des gouvernements régionaux
qui ont beaucoup de pouvoir, et notamment à Valence et aux îles Baléares, gouvernées par la droite à l'époque, on apprend que lorsqu'ils ont construit des infrastructures, des bâtiments, souvent des bâtiments complètement gigantesques qui n'avaient pas franchement lieu d'être, on apprend qu'en fait, ils touchaient des commissions sur les travaux. Et petit à petit, les Espagnols ont le sentiment de se dire, mais en fait, cette crise, alors certes, il y a eu une crise mondiale, certes, l'Espagne a fait des erreurs, mais cette crise, c'est aussi cette classe politique qui finalement a volé la société. Et il n'y aurait peut-être pas eu cette bulle immobilière si on n'avait pas eu... cette bulle immobilière, elle a peut-être été alimentée justement par cette classe politique qui a cherché à récupérer à chaque fois des commissions. On a ce qu'on appelle en Espagne le 13%. Le 3%, c'est les 3% on surfacture le coût d'un bâtiment, d'une infrastructure, d'un aéroport, d'une gare de TGV, et on récupère 3% du coût total pour financer le parti ou se financer directement. Et ça, c'est de l'argent qui va dans la poche des politiques. Il y a des tas d'affaires, des affaires anecdotiques, des affaires très importantes, des affaires marrantes, mais il y a ce sentiment que ces politiques-là sont complètement déconnectées de la réalité. Et quand je dis les politiques, c'est autant à gauche qu'à droite, c'est autant les socialistes que le Parti populaire. C'est toute cette classe politique qui a gouverné l'Espagne pendant 30 ans. C'est le président de la région d'Extrémadure dans le sud de l'Espagne qui, avec l'argent public, va rendre visite à sa maîtresse aux Canaries une fois par mois. Ça, c'est anecdotique et ça fait rire. Mais c'est la construction de la ligne de TGV entre Madrid et Barcelone, où finalement ça a coûté beaucoup plus cher que prévu. Et on comprend pourquoi, parce que les partis politiques concernés qui avaient la décision sur cette ligne-là se sont mis de l'argent dans les poches. C'est des aéroports fantômes. L'Espagne a 50 aéroports, quand l'Allemagne en a 22. Il y a des aéroports dans des villes, il y a des aéroports vides. On comprend quelques années plus tard que ces aéroports, parfois, ils ont été construits juste pour récupérer de l'argent des commissions. Donc, il y a une espèce de ras-le-bol absolument énorme qui explose lors de ce mouvement des indignés. Et il y a ce slogan qui revient très souvent: ils ne nous représentent pas. Cette classe politique-là ne nous représente pas, elle ne nous parle plus, on ne la comprend pas, elle est déconnectée des réalités. Et surtout... ça fait trop longtemps qu'elle est là. Et il y a ce sentiment aussi, parce que le mouvement des indignés, même s'il est assez transversal, il y a quand même plus de gens issus de la gauche que de la droite, on va dire, dans les manifestations. Il y a énormément de gens qui sont absolument déçus par le Parti socialiste et qui se disent, mais finalement, ils ont fait la même chose que le Parti populaire. Donc il y a ce mouvement qui naît à ce moment-là. Et rapidement, on se pose des questions. C'est un mouvement impressionnant, des images extraordinaires. Les Espagnols, qu'on disait apathiques, qui étaient qui avaient l'air de subir tout ça, se remettent à parler de politique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de leader. Le problème, c'est que on se demande un petit peu, qu'est-ce que ça va donner. Une semaine après, il y a les élections municipales, et en termes de vote, il ne se passe rien, puisque de toute façon, ce que défendent les indignés, les grands partis, finalement, n'ont pas repris ça. Et c'est même pire, 6 mois après, on a les élections générales, et là, c'est une victoire incroyable, victoire majorité absolue de Mariano Rajoy de la droite. Donc on se dit que finalement, il y a eu le mouvement des indignés, ça a été génial, ça a même essaimé aux États-Unis, il y a eu Occupy Wall Street, mais en fait, il n'y a pas eu de lendemain. À l'époque, on a la droite qui critique de manière assez virulente les indignés, en disant de toute façon, dans une démocratie, on ne manifeste pas, quand on veut changer la société, on se présente aux élections. Et bien justement, finalement, le 15 mai, c'est un peu le germe qui est lancé. Et 4 ans plus tard, je ne dirais pas 4 ans plus tard, mais dans les 4 années qui suivent, c'est à ce moment-là qu'apparaît Podemos. C'est à ce moment-là que finalement se fédère un mouvement politique. Et on peut dire clairement que Podemos, c'est l'héritier du mouvement des indignés. Ils ont réussi à garder l'énergie, la fraîcheur et finalement l'originalité de ce qui a fait ce mouvement des indignés, c'est-à-dire ce principe des assemblées où tout le monde était invité à donner son avis, à débattre, à s'exprimer en public. Et finalement, le mouvement des indignés, ça a été une pépinière pour Podemos. On a, lors des assemblées des indignés à Madrid ou Barcelone, des gens qui se sont improvisés, des super bons leaders, qui se sont mis à parler en public, ce qui n'arrivait pas avant. En Espagne, on n'est pas très fort, pas toujours très fort à l'oral en public. Et là, il y a des gens qui se révèlent. Et quelques années plus tard, Podemos se crée avec, à la base, un petit noyau très politisé, c'est vrai,
Pablo Iglesias et quelques acolytes qui sont des profs de sciences politiques à la fac à Madrid, qui sont des gens de gauche avec un gros bagage intellectuel de gauche, mais ils arrivent à créer un parti qui ne semble pas un parti idéologisé, qui ne semble pas du tout un parti à l'ancienne. Ils créent une espèce de formation violette. Podemos, ça veut dire nous pouvons, avec voilà, un slogan assez sympa. Et surtout, ils ne se réclament jamais de la gauche à l'époque. Ils disent voilà, on est là pour vraiment changer les choses et surtout se faire le porte-parole de cette population qui a manifesté et qui était indignée, qui a exprimé son ras-le-bol. Voilà, on a exprimé notre ras-le-bol, mais maintenant, on veut prendre le pouvoir, on veut vraiment changer les choses. Donc voilà, il y a ça, et puis à côté de ça, on a donc ce parti Podemos qui se crée seulement en 2014, même si avant il y a des tas d'associations, de trucs comme ça, il se crée seulement en 2014. Avant 2014, personne ne savait qui était Pablo Iglesias, à part un petit peu sur les réseaux sociaux, entre gens bien informés qui suivaient bien cette histoire. Et parallèlement, on a un mouvement qui naît à Barcelone, et qui essaime dans toute l'Espagne, qui à la base n'est pas un mouvement politique, mais qui en fait de la politique, qui s'appelle la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la plateforme des victimes des hypothèques, des crédits immobiliers. C'est une espèce de plateforme qui vient en aide à tous ces gens dont on a parlé avant, qui se sont fait expulser de leur logement. C'est une plateforme qui est lancée par plusieurs activistes, dont Ada Colau, qui deviendra la maire de Barcelone, et qui apporte des réponses très concrètes aux gens qui vont se faire expulser, qui conseillent les gens, qui leur donnent qui fournissent des avocats, qui arrivent à mobiliser des militants lorsqu'il y a une expulsion. Eh bien, des militants viennent en bas de l'immeuble et souvent la police renonce parce que s'il y a des caméras, c'est un petit peu gênant d'expulser une famille avec des enfants devant les caméras. Et c'est une association qui prend un pouvoir absolument énorme et qui aide énormément d'Espagnols, notamment, qui a aussi une fonction je dirais presque de psychologue. Pour beaucoup de gens, c'était hyper difficile d'assumer de ne pas pouvoir payer son crédit. On a vu des gens qui préféraient renoncer à manger quasiment plutôt que pas payer le crédit, tellement en Espagne il y avait ce sacro-saint de il faut payer son crédit dans la vie. Et donc on a des tas de gens qui sont arrivés dans cette association, qui ont raconté leur histoire. Et ça a commencé finalement cette espèce de séance de thérapie collective, de faire déculpabiliser les gens, de dire écoutez, non, tu manges et puis après tu paieras ton crédit. Et cette association est devenue extrêmement populaire avec à sa tête une leader charismatique qui est devenue, aujourd'hui c'est moins le cas, mais il y a 2-3 ans, qui avait cette espèce de statut, je dirais presque de Mère Teresa en Espagne, pour toutes les victimes de la crise. Lorsqu'Ada Colau, je l'ai vu souvent, je l'ai croisé souvent, je l'ai interviewé pour le livre. Lorsqu'Ada Colau venait à des rassemblements, des choses comme ça dans la rue, les gens étaient presque en larmes, les gens lui demandaient des autographes, les gens se faisaient prendre en photo avec elle. Elle, ce n'était pas vraiment ce qu'elle cherchait, cette notoriété-là, mais elle a été vraiment vécue comme quelqu'un, voilà, une espèce de la porte-parole des sans-voix. Et Ada Colau et ce mouvement-là, finalement, leur sujet, c'est les expulsions immobilières, mais c'est finalement la défense de toutes les victimes de la crise. Et Podemos est de son côté et commence à grossir, se présente aux élections européennes en 2014. Et là, c'est la surprise absolue. Ils obtiennent 5 eurodéputés. Ça ne semble pas grand-chose, mais pour un parti dont personne n'avait entendu parler, ils ne sont pas passés à la télévision. Il n'y a eu aucune campagne pour eux. C'est-à-dire, pour être même très honnête, je ne devrais pas le dire, le soir des européennes, je ne savais pas ce que c'était Podemos. J'aurais dû le savoir. J'ai un peu culpabilisé et j'en ai pas mal reparlé avec des amis journalistes qui ont dit non, mais c'était imprévisible. C'est-à-dire que ça s'est que passé sur des réseaux sociaux et donc voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'on est en 2014, on a Ada Colau qui commence à se dire peut-être que je vais faire de la politique, mais qui est une militante très médiatique et qui est la porte-parole des victimes de la crise, mais on ne s'imagine pas qu'elle va faire de la politique. Et on a un jeune type chevelu, Pablo Iglesias, qui personne ne l'avait jamais vu avant, qui obtient 5 sièges au Parlement européen. On est en mai 2014. Aujourd'hui, Pablo Iglesias, c'est certainement l'une des personnalités politiques les plus connues au monde, d'Espagne bien sûr.
je crois que beaucoup de Français savent qu'à Barcelone, il y a une maire, il y a une femme qui est devenue maire, qui était une ancienne militante du mouvement contre les expulsions immobilières. C'était vraiment inimaginable il y a 4 ans. Et donc voilà. Et finalement, Podemos, je m'attarde un peu sur ce parti parce que, comme je sais qu'en France, on en parle beaucoup et que notamment certaines personnalités françaises comme Mélenchon peuvent imaginer qui ressemblerait à Podemos alors qu'ils n'ont rien à voir avec ces gens-là, c'est intéressant d'en parler. Podemos, ils ont vraiment rempli cette fonction que remplit peut-être aujourd'hui le Front National en France. C'est évidemment pas du tout la même chose. Podemos, ils sont plutôt à gauche, mais ils parlent aux victimes de la crise. En Espagne, le vote contestataire, le vote des gens qui sont désespérés, les gens votent Podemos. Or, Podemos n'a rien à voir avec le FN dans le sens qu'il n'y a aucun discours contre l'immigration, bien au contraire. C'est un parti, alors là je m'engage un petit peu, mais qui n'a pas le populisme du Front National, même si il y a quelques petits éléments un peu populistes, on pourra y revenir plus tard. Il y a parfois des propositions des propositions qui ne sont absolument pas chiffrées. Ils ont de toute façon pas mal revu à la baisse leurs ambitions. Il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, quand ils se sont lancés, ils disaient on ne paiera plus la dette, il y aura un salaire universel pour tout le monde et on sera gratis. Voilà, là ils ont un petit peu réduit leurs prétentions. Mais c'est vrai que voilà, en Espagne, les gens en colère ont pu voter pour une alternative et pour un parti nouveau, et surtout un parti qui a donné la voix aux citoyens. C'est-à-dire que Podemos fonctionne vraiment sur le principe des assemblées. Dans tous les quartiers d'Espagne, il y a des cercles, ce qu'on appelle les cercles Podemos, où les gens peuvent participer, donner leur avis et avoir ce sentiment qu'ils se réapproprient la politique. L'année dernière, on a une immense manif Podemos à Madrid. J'y étais, je vous propose d'écouter quelques électeurs, c'est un petit peu plus rapide que tout à l'heure, ça dure même pas 1 minute. On doit changer beaucoup de choses ici en Espagne. Il faut mettre dehors la caste. On a de l'espoir, l'espérance. Podemos m'a donné beaucoup de force. Je suis super content, c'est un mouvement absolument nouveau qui rejoint la société civile. C'est justement ce qu'on a besoin, que la société civile rejoigne le pouvoir et le transforme. Parce qu'on ne peut pas continuer avec cette société qui ne vise pas les intérêts des gens. Je crois que c'est un jour formidable parce que tout le monde de l'Espagne, nous sommes réunis parce que nous voulons un monde meilleur. Nous devons changer la politique espagnole parce que ce n'est pas possible de vivre comme nous vivons maintenant. Je ne comprends pas comment les gens peuvent continuer à voter, des gens corrompus, des gens qui ont volé de l'argent public. C'est moralement, éthiquement, je ne comprends pas. Voilà, donc évidemment c'est un petit peu caricatural, mais souvenez-vous de ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce qu'on entend maintenant. Ce qui s'est passé en 4 ans, c'est que Podemos notamment, mais pas seulement, Ciudadanos, je vais en parler, ces nouvelles formations politiques, elles ont redonné espoir aux gens. Pour pas mal de gens qui étaient désespérés et qui se disaient bon, de toute façon on va manifester, mais moi j'irai même plus voter, là on a eu des gens, le 20 décembre dernier, les élections générales, j'y viens, on a eu des gens qui sont venus voter avec le sourire, qui étaient contents de voter pour des nouvelles formations, des gens nouveaux, des gens... Pablo Iglesias, il a aujourd'hui 37 ans. Il a 37 ans. Albert Rivera, le patron de Ciudadanos, un autre parti, centre-droit, qui est né il y a quelques années seulement, il a 36 ans. C'est inimaginable en France. On est jeune en politique en France. À 50 ans, on est encore jeune en politique. C'est inimaginable en France. Donc voilà, c'est vrai que cette formation a vraiment redonné pas mal d'espoir aux gens. Et ce qui est intéressant, et pour terminer là-dessus, c'est qu'à la différence des grands partis de gauche en Europe, et notamment en France, peut-être du Front de gauche et des gens qui manifestent régulièrement, c'est que ce parti Podemos, il a changé le discours négatif pour un discours positif. On est contre l'austérité, contre la rigueur et contre Bruxelles, on va dire. On est pour le changement. On est pour une vie plus agréable. On est pour que les citoyens reprennent le pouvoir. Et finalement, ça, c'est très important. On est finalement pour une révolution avec le sourire. Et c'est vrai que dans cette manif, les gens étaient ravis. Ils étaient hyper contents. Il n'y avait que des slogans positifs, pas de slogans négatifs. On n'est pas contre, on est pour. Et c'est vrai que ce côté on est pour le changement, je l'ai entendu tout le temps, même si parfois les gens ont du mal à concrétiser qu'est-ce que c'est ce changement. Je pense que ça explique aussi une partie du succès de Podemos qui a vraiment réussi
à canaliser la colère des Espagnols. On en arrive donc à ces élections du 20 décembre avec il y a deux partis anciens, un espèce de match entre les anciens et les nouveaux. Les anciens, le Parti populaire de droite de Mariano Rajoy, qui reste malgré tout un parti très important en Espagne, le premier parti d'Espagne, et qui est voté par les plus âgés notamment. Le Parti socialiste, qui a été complètement ringardisé par Podemos et qui a cette image de vieux parti. Et en face, on a les jeunes partis, Podemos bien sûr, et puis un petit nouveau qui a fait son apparition sur la scène espagnole après Podemos, il y a quelques mois seulement, c'est Ciudadanos, une formation qui à la base est née à Barcelone, en Catalogne, contre l'indépendance. C'était vraiment un micro-parti. Leur seul programme, c'était contre l'indépendance. Sauf qu'ils avaient avec eux un leader brillant qui s'appelle Albert Rivera et qui s'est lancé un peu à l'assaut de toute l'Espagne. Ciudadanos, c'est, on va dire, les indignés en costard-cravate. C'est des gens plutôt de centre-droit. Ils attirent pas mal les cadres, les jeunes cadres, les jeunes diplômés qui ne se reconnaissent pas forcément dans le discours un petit peu populiste de gauche, on va dire, de Podemos. Mais les ressorts sont un peu les mêmes que Podemos, faire de la politique autrement, un discours très fort contre la corruption et une manière de parler voilà, très simple. Ces gens-là, Ciudadanos, Podemos, ils parlent le langage des gens. Ils ne parlent pas cette espèce de novlangue incompréhensible où on écoute un politique, et ça arrive souvent en France, où on ne sait pas ce qu'il a dit, on ne sait pas de quoi il parle, parce que c'est une espèce de vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire qu'emploient les gens. Alors pour vous aider, comme les visages sont toujours un peu difficiles et qu'ils ont des noms tellement espagnols et tellement similaires, je vous ai juste rapidement remis les photos des quatre. Et ce qui frappe, c'est la jeunesse. Même le Parti socialiste a finalement été obligé, sous la pression de Podemos et Ciudadanos, de renouveler ses cadres. Et donc le leader est relativement jeune aussi. Alors il fait un peu vieux à côté des deux autres. Il a 43 ans. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est que Mariano Rajoy, qui n'a que 60 ans, Alain Juppé a 71 ans, Mariano Rajoy est complètement ringardisé par ces jeunes-là. Et donc voilà, on a ce résultat des élections. Alors, un résultat extrêmement compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, une victoire trop courte du Parti populaire pour gouverner, une victoire pas assez suffisante non plus du Parti socialiste pour pouvoir s'allier avec un seul parti. Donc là, depuis 2 mois, on a des négociations. Ce qui a été vraiment intéressant dans ces élections, c'est le renouvellement. 2 tiers des députés élus en décembre n'étaient pas députés auparavant. C'est absolument inédit. Donc on a vraiment un rajeunissement complet de la classe politique. On a un rajeunissement dans le discours, dans la manière de communiquer. Et puis, voilà, on a ce sentiment de voir arriver des gens nouveaux, et c'est un vent frais, ça fait beaucoup de bien. C'était très positif. C'est vrai que depuis 2 mois, ce capital qu'ils ont gagné, cette belle image, à mon sens, qu'ils ont pu montrer de la politique, eh bien, il est un peu entamé, parce qu'on a des négociations extrêmement longues qui n'aboutissent pas. Et c'est vrai que voilà, on peut vouloir dire qu'on va faire de la politique autrement. Il y a des réflexes un peu naturels qui reviennent, et l'Espagne n'a pas la culture de la coalition. Et on a beaucoup de mal à reculer, à céder. Et donc voilà, là les partis en ce moment sont en train d'essayer de former un gouvernement. C'est le Parti socialiste Sanchez qui essaye de former un gouvernement, ou du moins d'obtenir les votes pour obtenir l'investiture. Mais il a bien du mal. Il y aura un premier vote la semaine prochaine. S'il n'y a pas d'accord d'ici le courant du mois de mai, on aura automatiquement de nouvelles élections au mois de juin. Juste une anecdote pour terminer sur ce sujet. On en a un petit peu parlé. En Espagne, il n'y a pas de Front National, il n'y a pas d'extrême droite, pour plusieurs raisons. Premier, il y a 40 ans, il y avait quand même la dictature, donc les gens se souviennent ce que c'est qu'un parti très à droite. 2, l'Espagne est un pays d'immigrés historiquement. Il y a eu des immigrations dans les années 50-60. De nouveau, malheureusement, aujourd'hui, il y a de l'immigration. Et donc, voilà, finalement, beaucoup d'Espagnols dans leur famille ont été, eux aussi, dans la peau de l'étranger. Donc, on s'en souvient. Il y a aussi un facteur très important dont on ne se rend pas forcément compte en France, c'est qu'en Espagne, il y a très peu de cités, de cités ghettos. Il y a des cités très populaires, des bâtiments délabrés, mais il n'y a pas de ghetto. Il n'y a aucun endroit en Espagne où on ne peut pas rentrer. Il y a très peu de violences urbaines, très très peu. Évidemment, beaucoup moins qu'en France. Il n'y a jamais aucune voiture qui brûle. Ça peut peut-être expliquer le fait qu'il n'y a pas de débat un petit peu autour de
de l'immigration. Et ce qui est vrai, c'est que dans les propos, dans la manière d'en parler, les Espagnols ont parfois des propos assez étonnants sur les immigrés, c'est-à-dire des propos qu'en France on serait choqué, où on parle de manière un petit peu légère des Noirs ou des Arabes, mais ça ne se traduit jamais par un vote, et c'est simplement parce que c'est une histoire assez différente. L'immigration en Espagne, elle est beaucoup plus récente qu'en France, et aussi, souvent, moi j'ai eu des gens de classe populaire qui m'ont dit si un politique il essaie de nous faire croire que la faute c'est la faute de l'immigré qui a du chômage, on ne croira jamais, on sait très bien qu'il se fout de notre gueule, c'est de la faute des politiques, c'est sûrement pas de la faute des immigrés. De toute façon, on est finalement un peu tous dans le même bateau, tous dans la même mouise, on va dire. Et puis enfin, il n'y a pas de Front National non plus, il n'y a aucun parti qui réclame la sortie de l'Union européenne ou la sortie de l'euro. Pour les Espagnols, l'euro, ça reste quelque chose, et l'Europe, ça reste quelque chose d'extrêmement important. C'est l'un des pays en Europe les plus europhiles. Et donc ça, là-dessus, il n'y a aucun parti qui peut surfer là-dessus.